Alors, dans cette vidéo, donc, on étudie les positions relatives. Alors, c'est quoi les positions relatives? Eh bien, d'abord, c'est de deux objets dans l'espace, donc ça peut être deux plans, ou deux droites, ou bien un plan et une droite. Et ensuite, les positions relatives, c'est quoi? Eh bien, deux plans peuvent être soit parallèles, soit sécants. Et alors maintenant, s'ils sont parallèles, ils peuvent être parallèles strictement ou bien confondus. Voilà. Et ensuite, un plan et une droite, eh bien, soit ils sont parallèles, alors soit strictement, soit la droite est contenue dans le plan, soit ils sont séquents. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour un plan et une droite. Et enfin deux droites, alors deux droites c'est un peu plus compliqué, elles peuvent être parallèles, confondues, séquentes, ou bien il y a une quatrième possibilité, non coplanaire. Donc par exemple ces deux droites là sont non coplanaires. Aucun plan ne les contient toutes les deux. Voilà. Donc du coup, les positions relatives de deux objets dans l'espace, c'est un petit peu compliqué. Alors, j'ai fait le compte, c'est-à-dire que, en fait, si on devait faire tous les cas possibles, il y en a 40. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, d'abord, ça peut être deux plans, ça peut être deux droites, ça peut être un plan et une droite. Voilà. Donc déjà, ça fait trois cas possibles. Ensuite, dans chaque cas, le plan peut être sous forme cartésienne ou sous forme paramétrique. Et la droite peut être sous forme d'un système de deux équations cartésiennes ou sous forme paramétrique. Voilà. Donc à chaque fois, du coup, au lieu d'avoir trois cas possibles, à chaque fois ça multiplie par 4, donc ça nous fait 12 cas possibles. Et puis comme à chaque fois ça peut être soit parallèle, strictement, ou confondu, ou alors, si c'est une droite et un plan, la droite peut être contenue dans le plan. Ou bien séquent, ou enfin voilà, quand on fait tous les cas possibles, il y en aurait 40. Alors je vous rassure tout de suite, tout ne tombe pas au bac, donc j'ai épluché tous les sujets de bac qui sont tombés en 2013. Alors en 2013 c'était beaucoup les positions relatives, je pense que cette année ce sera moins ça, mais enfin il faut savoir faire ça quand même, et puis on peut dire que l'année dernière il n'y avait quasiment que ça, donc de toute façon, dans l'exercice de géométrie dans l'espace, vous aurez sans doute au moins une petite position relative. Donc, de toute façon, il faut savoir faire ça. Voilà. Alors, donc, bac 2013, qu'est-ce qui est tombé? Eh bien, deux plans, chacun sous forme cartésienne, c'est tombé. Deux plans avec l'un des deux sous forme cartésienne, l'autre sous forme paramétrique, c'est tombé. Par contre, ce qui n'est pas tombé, c'est deux plans sous forme paramétrique. Et tant mieux parce que c'est difficile, c'est plus difficile que deux plans sous forme d'équation cartésienne. Voilà. Alors ensuite, quand c'est un plan et une droite, eh bien, soit vous avez le plan sous forme cartésienne, la droite sous forme paramétrique, soit le plan sous forme paramétrique et la droite aussi sous forme paramétrique. C'est-à-dire que le plan, ça dépend, mais la droite est tout le temps sous forme paramétrique dans ces conditions. Voilà, parce que en fait, on ne peut pas faire grand-chose avec une droite qui est donnée sous forme d'un système de deux équations cartésiennes. Voilà. Et enfin, dernier cas qui est apparu, c'est les deux droites sous forme paramétrique. En fait, vous pouvez remarquer que à chaque fois, la droite est sous forme, donc quand c'est deux plans, il n'y a pas de droite, mais chaque fois qu'il y a une droite ou deux droites, elle est sous forme paramétrique. Il ne demande pas les positions relatives de deux droites sous forme système de deux équations, ou d'un plan et d'une droite, où la droite est sous forme d'un système d'équations. Donc voilà, donc ils ont éliminé en gros les choses les plus compliquées. Donc dans cette vidéo, on va faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, les 5 cas possibles. Voilà. Alors avant d'entamer les exemples concrets donc, issus du bac 2013, une courte vidéo, un court point sur extraire les éléments. Alors ça veut dire quoi extraire les éléments? Eh bien, si vous avez un plan sous forme équation cartésienne, donc par exemple, j'ai mis 3x moins 4y plus 3z moins 7 égale 0, on peut extraire le vecteur normal, c'est-à-dire que ces nombres-là, 3, moins 4 et 3, le nombre devant x, le nombre devant y, le nombre devant z, eh bien, ils forment les coordonnées du vecteur normal. Donc voilà. Ensuite, si vous avez un plan sous forme paramétrique, que signifient tous ces nombres un peu bizarres? Eh bien, si vous prenez les nombres tout seuls, ce que j'appelle les nombres tout seuls, c'est que ce n'est pas les nombres devant t, ni devant t'. Donc 3 il est devant t, et là moins 1 il est devant t', et là il y a plus 1 il est tout seul. Bon. Donc il y a un nombre tout seul là, là et là.
eh bien, si je prends ces nombres-là, donc ça fait 1 pour x, moins 3 pour y, et là il n'y a rien, mais c'est comme si c'était plus 0, donc là c'est 0, eh bien, ce point-là est un point du plan. Voilà. Et ensuite, on peut également extraire deux vecteurs, qui sont deux vecteurs du plan. Ça veut dire quoi, deux vecteurs du plan? Ça veut dire si votre plan il est comme ça, eh bien c'est deux vecteurs qui seront comme ça, ils seront dans le plan. Enfin, évidemment, un vecteur, on peut le déplacer, donc on peut les mettre comme ça. Mais on dit que c'est deux vecteurs du plan. Bien. Et alors, U1 et U2, comment on fait pour les obtenir? Eh bien, pour U1, on prend les nombres devant T. Et pour U2, on prend les nombres devant T'. Donc, devant T, là, j'ai 3, là, j'ai 1. Et là, j'ai 2. Donc, 3, 1, 2. Hop, ça fait U1. Et devant T', donc là, j'ai moins 1. Là, je n'ai pas de T'. Donc, mais c'est comme si c'était plus 0 fois T'. Donc, moins 1, 0, moins 4. Donc, moins 1, 0, moins 4, ça me fait mon deuxième vecteur. Voilà, terminé. Donc, quand on a un plan paramétrique, on peut extraire deux vecteurs du plan, un point du plan. Quand on a un plan sous forme cartésienne, on peut extraire le vecteur normal. Voilà, on ne peut pas extraire deux points, mais enfin, si vous voulez absolument un point qui est dans le plan, bah, c'est simple, là, vous prenez par exemple x et y, vous les choisissez au hasard, et grâce à l'équation du plan, vous calculez z. Par exemple, je vais prendre x égale 0, y égale 0, et comme ça me fera moins 3z moins 7 égale 0, donc ça fera 3z égale 7, z égale 7 tiers. Mais comme ça ne se déduit pas immédiatement des nombres qui sont là, je considère que ça n'est pas extraire des éléments. Pour moi, extraire des éléments, ça veut dire à partir des nombres que là, directement, je construis des choses, donc soit un vecteur là, soit ici deux vecteurs et un point. Bon, voilà. Quand on a une droite sous forme système de deux équations cartésiennes, eh bien on ne peut rien en faire, on ne peut extraire aucun élément, ni vecteur directeur, ni point de la droite, rien du tout. C'est pour ça qu'une droite sous forme de système de deux équations cartésiennes, on ne peut rien en faire, et puis vous pouvez regarder que dans les sujets de bac, en général, dès qu'on a une droite sous cette forme, eh bien on demande de transformer ça en une représentation paramétrique. Parce que ça, on ne sait à peu près rien faire avec. Par contre, quand vous avez une droite sous forme paramétrique, je vous ai mis cet exemple, qu'est-ce qu'on peut extraire? Eh bien, on peut extraire un point de la droite, je prends les nombres qui sont tout seuls, donc ici, les nombres tout seuls, c'est ceux qui ne sont pas devant t, donc là, il y a moins 7, ici, il n'y a rien, donc, mais c'est comme si c'était 2t plus 0, donc il y a 0, et là, il y a moins 3, donc je fais moins 7, 0, moins 3, et ça fait un point de la droite. Ensuite, je prends les nombres devant t, donc ici, devant t, il y a 3, ici, devant t, il y a 2, et là, il n'y a pas de t, donc c'est comme si c'était plus 0 fois t. Donc, devant t, on peut dire qu'il y a 0. Donc 3, 2, 0, eh bien, ça me fait un vecteur, et c'est un vecteur directeur de la droite. Donc, voilà. Donc, pour les droites, si vous avez sous forme paramétrique, vous pouvez extraire un point, un vecteur directeur, et si vous avez sous forme système d'équation cartésienne, on ne peut rien extraire du tout. Et voilà, ça c'est vraiment la base. Hein, il faut absolument savoir faire ça pour traiter les questions sur les positions relatives et puis même également d'autres questions. Voilà, maintenant on passe aux 5 cas possibles pour les positions relatives du bac S. Donc, alors pour les positions relatives, je vous ai dit qu'il y avait 5 cas possibles. Le premier cas, c'est lorsque on a deux plans qui sont donnés sous forme d'équation cartésienne. Et donc, il faut trouver leur position relative. Alors, pour ça, j'ai choisi Amérique du Nord, mai 2013, exercice 1, question 3a. On a deux plans, P1 et P2. Chacun a une équation cartésienne. Et la question 3a, c'est montrer que P1 et P2 sont séquents. Donc déjà, on est content parce qu'ils donnent la réponse. Ils sont séquents. Alors ensuite, comment on fait? Eh bien, moi, je dis toujours à mes élèves, commencez par extraire les éléments. C'est-à-dire, ça veut dire quoi extraire les éléments? Eh bien, ça veut dire si j'ai un plan sous forme cartésienne, j'extrais le vecteur normal. Si j'ai une droite sous forme paramétrique, j'extrais le vecteur directeur. Et si j'ai un plan sous forme paramétrique, j'extrais les deux vecteurs U1 et U2 qui sont dans le plan. Hein. Donc voilà, donc là j'ai deux plans sous forme cartésienne, j'extrais le vecteur normal de lui et le vecteur normal de P2. Donc c'est quoi le point de cours? C'est que si j'ai un plan P d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale 0, le vecteur normal et le vecteur de coordonnées A, B, C. Donc qu'est-ce que je mets sur ma copie? Donc en vert c'est toujours le cours et en bleu ce que je mets sur ma copie. Donc, ce que je mets sur ma copie, je dis, eh bien, N1, le vecteur normal de P1 a pour coordonnées, bon, bah, je prends le nombre devant X, le nombre devant Y, le nombre devant Z. X, c'est pareil que 1 fois X,
y c'est pareil que 1 fois y, et z c'est pareil que 1 fois z, et donc n1 pour coordonner 1, 1 et 1. Voilà. Donc, n2 ensuite. Bon, et bien, P2, c'est x, donc 1 fois x, plus 4y, voilà, plus 0 fois z, plus 2, hein, puisque z n'apparaît pas, donc n2 a pour coordonnées 1, 4 et 0. Donc sur ma copie, je mets ça comme ça, et je mets que ce sont les vecteurs normaux de P1 et P2. Voilà. Alors ensuite il faut réfléchir un petit peu, ou plutôt visualiser. Hein. Vous avez deux plans, on vous demande de montrer qu'ils sont séquents, autrement dit qu'ils ne sont pas parallèles. C'est-à-dire ni parallèles strictement, ni confondus, enfin peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire sur les vecteurs normaux qui sont séquents? Eh bien, faites un dessin si vous voulez, mais enfin les plans sont séquents si les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires. Parce que lorsque les plans vont être parallèles comme ça, les vecteurs normaux vont être collinéaires, et s'ils ne sont pas collinéaires, ils vont être séquents. Donc, on me donne la réponse, je sais qu'ils sont séquents, donc je sais que je dois montrer qu'ils ne sont pas collinéaires. Ça se voit qu'ils ne sont pas collinéaires. Hein. Donc à la limite, vous pouvez affirmer N1 et N2 ne sont pas collinéaires. Bon, est-ce qu'il faut justifier? Bon, bah, c'est peut-être pas nécessaire, mais enfin, si vous voulez une justification, je vous en propose deux. Alors, N1 et N2 ne sont pas collinéaires car, deux points, alors là je vais mettre deux méthodes pour montrer que les vecteurs ne sont pas collinéaires, une rapide et une plus longue, et puis à ce moment-là, donc éventuellement, enfin bon, si vous n'avez pas le temps, vous mettez même non plus une justification, parce qu'en terminale vous êtes censé, bon bah ça se voit qu'ils ne sont pas collinéaires, vous êtes censé le savoir. Hein. Donc bien sûr, si vous n'avez pas le temps de faire la justification, normalement ça passe quand même. Donc, là, je vais quand même vous montrer deux justifications possibles. Et à ce moment-là, une fois que vous avez montré qu'ils ne sont pas collinéaires, vous mettez juste donc P1 et P2 sont séquents. Voilà. Parce que ça, c'est dans votre cours que deux plans sont séquents dès lors que les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires. Donc vous n'allez pas expliquer au correcteur pourquoi le fait qu'ils ne sont pas collinéaires implique qu'ils sont séquents. Il le sait, vous êtes censé le savoir aussi, donc voilà. Bien, alors il me reste à justifier que N1 et N2 ne sont pas collinéaires de deux façons. Alors la première façon, la plus rapide, quand est-ce que deux vecteurs sont collinéaires? Alors, si c'est des vecteurs du plan, c'est-à-dire, mettons, il n'y a pas de z. À ce moment-là, il faut que ça fois ça est égal à ça fois ça. Bon, bien dans l'espace, pour qu'il soit collinéaire, il faut que ça fois ça soit égal à ça fois ça, et il faut aussi que ça fois ça soit égal à ça fois ça. Il faut les deux. Donc du coup, la justification la plus rapide, c'est de dire 1 fois 4 différent de 1 fois 1. Voilà. Vous mettez juste ça. Le correcteur comprendra parfaitement, parce qu'il connaît les différentes techniques, bien sûr, il comprendra parfaitement que vous avez fait ça fois ça, et ça fois ça, et que vous avez dit c'est pas pareil, donc ils ne sont pas collinéaires. Donc voilà, vous mettez juste ça sur la copie. La version longue, que je ne vous recommande pas, il y a certains profs qui exigent cela de leurs élèves, mais enfin normalement le jour du bac, ils n'ont pas à l'exiger, hein. Chacun ses élèves et chacun ses méthodes, donc voilà. Alors pourquoi ils ne sont pas collinéaires? Supposons, on fait par l'absurde, donc supposons N1 égale K fois N2, à ce moment-là ils seront bien collinéaires, et à ce moment-là on fait un système. C'est-à-dire que ça fait 1, 1, 1 égale K fois 1, 4, 0, ce qui nous fait 1 égale K fois 1 égale K fois 4, 1 égale K fois 0. Voilà. Donc, ça fait K égale 1. Ça fait K égale 1 quart. Et ça, c'est carrément impossible. Alors déjà, il y a l'une des trois qui est carrément impossible, mais en plus, ces deux-là
enfin, on peut avoir k égale 1 ou k égale 1 quart, mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. Hein. Donc l'ensemble de ces deux-là est impossible, celle-là est impossible, donc voilà. Hein. Voilà. Mais ça, franchement, voilà. Alors, il y a des profs qui veulent voir ce genre de choses sur. Alors là, vous mettez peut-être plutôt même, au lieu de mettre impossible, vous mettez 1 égale 0. Enfin, peu importe. De toute façon, il n'y a pas de solution. Bon, mais je maintiens que ça, c'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop compliqué. Le jour du bac, vous avez d'autres soucis que montrer que deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, à la limite, vous mettez juste ça, pour justifier qu'ils ne sont pas collinéaires, et après, vous mettez donc P1 et P2 sont séquents. Voilà. Donc là, terminé. Alors, donc, on passe à notre deuxième cas, où il faut étudier la position relative d'un plan donné sous forme cartésienne et d'un plan donné sous forme paramétrique. Donc pour ça, j'ai choisi Pondichéry, avril 2013, exercice 2, question 4. On avait un plan P dont l'équation cartésienne est donnée ici, et un autre plan S dont la représentation paramétrique est donnée ici. Et voilà, c'était un QCM sans justification, il y avait donc 4 choix proposés. Choix A, les plans P et S sont parallèles. Choix B, la droite delta de représentation paramétrique, et puis il y a des formules. Et la droite d'intersection des plans P et S, donc sous-entendu, ils sont séquents. Enfin, sous-entendu, ils sont séquents, mais suivant une droite bien particulière. Donc soit c'est vrai, soit c'est faux. Choix numéro C, le point M appartient à l'intersection des plans P et S. Alors ça, c'était sans doute ce qu'il y avait le plus simple à vérifier, mais malheureusement, c'était faux, c'était pas la bonne réponse. Donc si vous avez le temps, bah, entraînez-vous, regardez si M appartient à P, si M appartient à S, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et choix D, les plans PS sont perpendiculaires. Donc voilà. Donc en gros, soit ils sont parallèles, soit ils sont séquents, soit ils sont perpendiculaires. Voilà. Et après, il faut affiner. C'est-à-dire que si on trouve qu'ils sont séquents, est-ce qu'ils sont séquents suivant la droite delta qui est donnée ou pas? Voilà. Et donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'ils sont déjà parallèles ou séquents, hein? Comme ça, voilà, comme ça on y voit un peu plus clair. Alors, donc, j'insiste à chaque fois que vous avez une représentation cartésienne de plan ou une représentation paramétrique de plan, vous extrayez les éléments. Donc là, si j'ai une équation cartésienne, j'extrais le vecteur normal. Et ici, le vecteur normal, je prends le nombre devant x, le nombre devant y, le nombre devant z. Devant x, il n'y a rien, donc c'est 1, c'est pas 0, hein, attention. Donc ça fait 1, moins 2, 3. 1, moins 2, 3. Ça, c'est le vecteur normal. Très bien. Ensuite, pour lui, alors je peux extraire un point A, je prends les nombres tout seuls. Les nombres tout seuls, bon bah, il y a moins 2, ici il n'y en a pas, donc c'est 0. Voilà, et pour Z, c'est moins 1. Là. Bon, très bien, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est plutôt les vecteurs. Donc là, j'ai deux vecteurs du plan S, hein, qui sont comme ça par rapport au plan S. Si le plan S c'est ma main gauche, les deux vecteurs sont comme ça dans le plan. Bon, alors U1, je prends les nombres devant T. Les nombres devant T, c'est 1, moins 1, moins 1. Voilà, et j'ai U2, c'est les nombres devant T', donc 2, moins 2, et là 3. 2, moins 2 et 3. Voilà. Bon, alors maintenant il faut que je réfléchisse un peu, ou plutôt que je visualise. À quelles conditions ces deux plans seront parallèles? À quelles conditions portant sur les vecteurs? Bien imaginez. J'ai mon plan P, supposons qu'il soit parallèle justement. Je vais avoir mon plan P, et mettons que c'est celui du dessus, son vecteur normal sera comme ça. J'aurai mon plan S, ce sera celui du dessous, et les vecteurs U1 et U2 seront comme ça. Donc, s'ils sont parallèles, comment sont U1 et U2 par rapport au vecteur normal? Eh bien, ça se voit, ils sont orthogonaux. Donc, en fait, les plans sont parallèles si et seulement si lui, il est orthogonal à la fois à lui et à lui. Du coup, je calcule le produit scalaire, n scalaire U1 et n scalaire U2. Parce que si n est orthogonal à la fois à U1 et U2, alors j'aurai n scalaire U1 égale 0 et n scalaire U2 égale 0. Hein, je vous rappelle le petit point de cours, mais il faut absolument que vous sachiez ça. Deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire voilà, ils forment un angle droit, si et seulement si leur produit scalaire vaut 0. Voilà. U et V orthogonaux.
Donc ça, il faut absolument, absolument que vous sachiez ça. Donc là, je vais utiliser ça. Mais vous voyez que je connais pas, voilà, je connais pas ces histoires par cœur, mais je visualise parce que vous pouvez pas apprendre par cœur. Voyons, dans telle situation, il faut que les vecteurs soient collinéaires. Dans telle situation, il faut qu'ils soient orthogonaux. Vous visualisez et puis vous, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, je fais n scalaire U1, n scalaire U2. Allons-y, n scalaire U1 égale, eh bien je fais xx' plus yy' plus zz'. Xx' ça fait 1. Yy' moins 2 fois moins 1, 2. Zz' 3 fois moins 1, moins 3. Ça fait bien 0. Ok. Alors maintenant, n scalaire U2. Alors c'est pareil, je fais xx' plus yy' plus zz'. Alors xx' ça fait 1 fois E2, 1 fois 2, 2, pardon. Yy' moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Et zz', 3 fois 3, 9. Et là, ça ne fait pas 0. Donc, du coup, le vecteur normal, il est orthogonal à l'un des deux, mais pas aux deux. Donc, ça veut dire que les plans ne sont pas parallèles. Voilà. Et donc, du coup, alors sur ma copie, j'ai rien besoin de mettre. Hein, je mets juste la réponse, puisque c'est un QCM sans justification. Mais du coup, ce que je sais, c'est que P et S sont séquents. Voilà, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça élimine la réponse. Ça élimine la réponse A, puisqu'on disait réponse A, les plans sont parallèles. Donc là, on sait que c'est faux. Donc à ce stade, on sait que ça n'est pas la réponse A. Et maintenant, donc, je vous ai dit, c'est pas la réponse C. Puisque en fait le point il n'est pas à la fois dans P et dans S, mais je ne fais pas le calcul puisque là vraiment c'est pour les positions relatives et là ça n'a rien à voir. Donc du coup la bonne réponse c'est soit la B, soit la D. Alors on va les faire une par une. Alors le plus rapide c'est peut-être de savoir, de dire si les plans P et S sont perpendiculaires. Alors comment on fait ça? Alors dire si deux plans sont perpendiculaires lorsque les deux sont donnés sous forme cartésienne, c'est très simple, parce que s'ils sont perpendiculaires, les deux plans, donc, mettons qu'ils sont comme ceci, eh bien, visualisez les vecteurs normaux. Donc le vecteur normal de celui-ci, là, il est là. Le vecteur normal de celui-là, il est comme ça. On voit bien que les vecteurs normaux, ils sont comme ça, ils sont orthogonaux. Donc quand c'est sous forme cartésienne, dire si les plans sont perpendiculaires, c'est très simple. On regarde si les vecteurs normaux sont orthogonaux. S'ils sont orthogonaux, les plans sont perpendiculaires. S'ils ne sont pas orthogonaux, les plans ne sont pas perpendiculaires. C'est aussi simple que ça. Maintenant, lorsqu'il y en a un sous forme cartésienne, sous forme paramétrique, c'est plus difficile. Regardez. Donc, j'ai mes deux plans, supposons qu'ils soient perpendiculaires, ils sont comme ça. Mais il y a l'un des deux plans, j'ai le vecteur normal. Donc lui, j'ai son vecteur normal, il est comme ceci. Très bien. Et lui, par contre, j'ai deux vecteurs du plan. Alors, qu'est-ce qui se passe entre mes deux vecteurs comme ça et le vecteur normal? Eh bien, je ne sais pas si ça se voit, mais en fait, il y a deux vecteurs, ils peuvent être n'importe comment, mais ils sont là. Et le vecteur normal, eh bien, le vecteur normal, lui aussi, il est dans le plan. Il est dans le plan. En fait, donc voilà, c'est-à dire que, du coup, les trois vecteurs sont dans le plan. Hein, parce qu'en fait, deux plans sont orthogonaux, ça veut dire que le vecteur normal de l'un est dans l'autre. Voilà. Et du coup, ça veut dire que les trois vecteurs, c'est-à-dire celui-ci, 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 seraient dans le même plan. Parce que je vous signale que trois vecteurs dans l'espace, normalement, ça fait ça. Si on les prend au hasard, ça fera ça. Mais il peut arriver que ça fasse ça, c'est-à-dire que ça fasse un truc plat. Voilà. Et à ce moment-là, donc si N, U1 et U2 font un truc plat, et ben ça veut dire qu'ils sont perpendiculaires. Alors question, comment faire, j'ai les coordonnées de trois vecteurs, comment savoir si les trois vecteurs font un truc plat? Bon, eh bien, c'est très simple. Alors, c'est très simple. Il y a des profs qui disent, bon bah s'ils font un truc plat, ça veut dire que l'un est égal à alpha fois l'un plus bêta fois l'autre. Et puis, donc, ça fait un système, on écrit, là ça ferait 1 égale alpha fois 1 plus bêta fois 2, moins 2 égale alpha fois moins 1 plus
bêta fois moins 2, 3 égale alpha fois moins 1 plus bêta fois 3. Ça fera un système à 3 équations de l'inconnu. Beaucoup trop compliqué, il est hors de question de faire ça. Une méthode beaucoup plus simple qui, il est vrai, n'est pas au programme. Mais je vais quand même vous le montrer parce que c'est super simple et on ne va pas vous enlever des points parce que vous faites des choses hors programme. Dans les concours, si vous voulez, vous faites des choses hors programme, on vous enlève des points, mais le bac n'est pas un concours, c'est un examen et dans les examens, ça fait au contraire, ça fait très bien de montrer qu'on sait des choses et ça fait très bien de faire du hors programme. Donc là, c'est un tout petit bout de hors programme. Si vous voulez résoudre ce système, vous le faites. Mais moi, je vais vous montrer un truc beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Et voilà, ça s'appelle le déterminant. Alors, le déterminant. Eh bien, vous mettez les nombres qui sont là, les nombres qui sont là, les nombres qui sont là, dans une matrice. Alors, je sais les matrices, c'est pour ceux qui font de l'aspect, mais c'est pas grave. Vous les mettez dans un tableau. Donc, 1, moins 2, 3. Ensuite, je mets 1, moins 1, moins 1. Et ensuite, je mets 2, moins 2, 3. Vous allez me dire, dans quel ordre? Là, j'ai mis d'abord n, ensuite u1, ensuite u2. Mais j'aurais pu mettre n'importe quel ordre, ça ne change rien. Et si j'aurais pu les mettre en ligne aussi bien qu'en colonne, ça ne change rien au résultat. Ça changera le calcul, mais ça ne changera pas le déterminant. Alors après, pour calculer, ça, on dit que c'est une matrice 3, 3. Et pour calculer son déterminant, on fait comment? Eh bien, on recopie les deux premières colonnes. Donc 1, moins 2, 3. 1, moins 1, moins 1. Et après, c'est tout simple. On fait ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça. Si ça fait 0, ils font un truc plat. Si ça ne fait pas 0, ils ne font pas un truc plat. C'est-à-dire, ils sont comme ça. Voilà. Alors, allons-y. Donc, et ça s'appelle le déterminant de cette matrice. Donc, si vous avez une TI ou une Casio à calculer les déterminants, vous mettez ça dans une matrice, vous lui demandez le déterminant de la matrice. Si vos 0, c'est qu'ils sont comme ça et que les plans sont perpendiculaires. Si ça ne fait pas 0, c'est que les trois vecteurs sont comme ça et que les plans ne sont pas perpendiculaires. Alors, allons-y. Donc, là, le déterminant, ça nous fait 1 fois moins 1 fois 3, moins 3. 1 fois moins 2 fois 3, ça fait moins 6. 2 fois moins 1, ça fait 4. Ensuite, attention, ces diagonales-là, il faut changer de signe. Donc 3 fois moins 1 fois 2, ça fait moins 6, mais je change le signe et ça fait plus 6. Moins 1 fois moins 2 fois 1, ça fait plus 2, je change le signe et ça fait moins 2. 3 fois moins 2 fois 1, ça fait moins 6, je change le signe, ça fait plus 6. Eh bien, là, moins 6 plus 6, ça s'élimine. Et là, j'ai 6 et 4, 10, moins 2, 8, moins 3, 8 moins 3, 5. Et bien, ça fait 5, ça ne fait pas 0, donc ils ne sont pas perpendiculaires. P et S ne sont pas perpendiculaires. Alors vous pouvez me dire, mais je ne retiendrai jamais cette façon, mais votre calculatrice calcule les déterminants. Vous retenez qu'il suffit de les mettre dans une matrice, il suffit de calculer le déterminant. Voilà, sinon il vous reste la solution, résoudre le système. Donc, du coup, en fait, forcément, puisque je vous dis que la réponse C n'est pas la bonne, c'est forcément la B. Donc c'est forcément la B, mais on va le prouver. Donc, maintenant, il nous faut trouver l'intersection de P et S et prouver que c'est bien la droite delta de représentation paramétrique, machin bidule. Donc on va faire l'intersection des deux plans. Donc maintenant, il nous reste à déterminer l'intersection du plan P et du plan S. Alors, pour les intersections, c'est simple. Que ce soit deux plans, que ce soit un plan et une droite, que ce soit deux droites, ou même pourquoi pas trois plans, ou deux plans et trois droites, eh bien, vous prenez les équations des objets, donc là, le premier plan et le deuxième plan, et qu'elles soient cartésiennes ou paramétriques, ça ne change rien, vous mettez tout ça dans un gros système et vous résolvez le système. Donc là, pour l'intersection de P et S, je réunis toutes ces équations et je résous le système. Donc du coup, ça me fait le système suivant.
x moins 2y plus 3z plus 5 égale 0. Ensuite, x égale moins 2 plus t plus 2t'. Y égale moins t moins 2t'. Et z égale moins 1 moins t plus 3t'. Voilà, ça me fait ce système-là. Alors, on peut me dire, il y a déjà x, y, z, il y a t', il y a 5 inconnus et 4 équations. Donc c'est un petit peu pénible. Oui, sans doute c'est pénible, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait on a x en fonction de t', y en fonction de t', et z en fonction de t'. Donc on va les remplacer là-dedans. Et comme ça, on aura une équation avec juste du t et du t'. Voilà. Donc, alors allons-y. Hop. Donc, dans cette équation, je vais remplacer x par ça, y par ça, et z par ça. Alors allons-y. Donc x, ça fait moins 2 plus t plus 2t'. Moins 2 plus t plus 2t'. Moins 2y, donc moins 2 fois ça. Moins t moins 2t'. Plus 3z, donc plus 3 fois ça. Moins 1 moins t plus 3t'. C'est un t'. Plus 5 égale 0. Voilà. Puis les trois autres, ça, voilà, c'est les mêmes. Donc c'est pour ça que je laisse ça comme ça. Hein. Alors on va continuer dans ce petit coin. Évidemment sur votre copie, vous ne faites pas comme ça. Hein. Alors ici on va réduire. Donc les t, j'ai du t ici, là et là. Ici j'en ai un. Ici j'en ai moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire 2. Donc 1 et 2, là j'en ai ça. Au total ça fait 3. Et là j'en ai 3 fois moins 1, donc moins 3, 3 moins 3, il n'y a plus de t. Comme ça, c'est réglé. Les t', là j'en ai 2. Là j'en ai moins 2 fois moins 2, donc 4. Donc 2 plus 4, ça fait 6. Et là j'en ai 3 fois 3, 9. Donc 6 et 9, 15. Donc ça nous fait 15 t'. Donc plus 0t, je ne le mets pas. Et les nombres tout seuls, là j'ai moins 2. Là, j'en ai pas. Là, j'ai moins 3. Et là, j'ai 5. Donc, moins 2, moins 3, plus 5. Là, ça fait 0. Donc, ça nous fait 15 t' égale 0. Là, je dis génial parce que ça fait t' égale 0. Et puisque ça fait t' égale 0, donc dans mes équations, je remplace t' par 0. Donc, ça nous fait x égale moins 2 plus t. Puisque c'est moins 2 plus t plus 2t', mais t' vaut 0, donc ça vaudra 0. Y moins t moins 2t', mais t' vaut 0, donc ça vaudra 0, donc y vaut moins t. Et z, c'est moins 1 moins t plus 3t', mais puisque t' vaut 0, ça fait moins 1 moins t. Et voilà. Et du coup, l'intersection des deux plans, eh bien, c'est la droite, dont la représentation paramétrique est ici. Voilà, ça c'est l'intersection des deux plans. Alors est-ce que ça valide la question, la réponse B? Alors eux ils avaient x égale t. Ah, moi j'ai moins 2 plus t. Il y avait y égale moins 2 moins t. Et là j'ai moins t. Et ils avaient z égale moins 3 moins t. Et j'ai moins 1 moins t. Bon, alors il faut savoir que c'est pas parce que les équations paramétriques sont différentes que les droites sont différentes. Bien, il faut regarder d'abord, alors, donc j'ai une droite dont il faut comparer celle-là avec delta que je vais mettre à côté. Donc, delta, puisque c'était dans l'énoncé et que l'énoncé en général je le mets en noir, je vais la mettre en noir. Delta, c'est x égale y égale z égale. Allons-y. X égale t. Ensuite, c'est moins 2 moins t. Et ensuite, c'est moins 3 moins t. Voilà. Bon. Alors, on va extraire des vecteurs. On va extraire le vecteur directeur. Donc, le vecteur directeur de L, c'est le vecteur U de coordonnées. Je prends les nombres devant t. Donc, 1, moins 1, moins 1. Et L,
Vecteur directeur, c'est U'. Je prends les nombres devant T. 1, moins 1, moins 1. Ben, c'est les mêmes. Bon, donc ils sont... Enfin, je veux dire, en tout cas, ils sont collinéaires. Enfin, même si ici, c'est exactement les mêmes. Mais de façon générale, si on veut que ce soit les mêmes droites, il faut qu'ils soient collinéaires. C'est pas forcément les mêmes. Enfin, ici, comme c'est les mêmes, ils sont collinéaires. Donc déjà, ces droites sont parallèles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont confondues. Elles sont confondues si et seulement si, elles ont un point en commun. Donc par exemple, elle passe par le point, je sais qu'elle passe par le point A de coordonnées, je prends les nombres qui sont tout seuls. Donc ils sont tout seuls, ici c'est moins 2, 0 et moins 1. Voilà. Et la question, c'est est-ce que le point A de coordonnées moins 2, 0 et moins 1 appartient à la droite delta? Eh bien, la réponse est très simple. Oui, si et seulement si, quand je remplace x, y et z par les coordonnées de mon point, c'est-à-dire ici moins 2, 0 et moins 1, alors le système que j'ai admet une solution. C'est-à-dire, il existe, oui, si et seulement s'il existe une valeur de t pour laquelle j'ai ça, ça et ça. Donc, je résous le système. Donc, vous voyez, géométrie de l'espace, il y a quand même beaucoup de systèmes, beaucoup de choses comme ça. Donc, je remplace x, y, z par moins 2, 0, moins 1. Moins 2, ça doit faire t. Moins 1, ça doit faire moins 2, moins t. Non. 0, ça doit faire moins 2, moins t, pardon. Et le z vaut moins 1, ça doit faire moins 3, moins t. Bon. C'est facile de voir s'il admet une solution ce système. Bon, j'ai t égale moins 2. Donc ça, je le garde. Ça fait moins... le moins 2, je passe de l'autre côté. Ça fait 2 égale moins t. Mais si 2 égale moins t, ça veut dire t égale moins 2. Et ça, le moins 3, je le passe de l'autre côté, ça devient plus 3. 3 moins 1, ça devient 2. 2 égale moins t, ça fait encore t égale moins 2. Donc, il y a bien une solution. Hein. C'est t égale moins 2. Donc, puisque le système admet une solution, ça veut dire que A appartient à delta. Du coup, cette droite-là, qui est l'intersection de P et de S, et cette droite-là, elles sont parallèles, elles ont un point commun, donc elles sont confondues. Donc, delta est bien l'intersection de P et S. Voilà. Après, voilà, soit vous avez de la chance et là vous allez tomber directement sur les bonnes équations paramétriques, soit vous n'avez pas de chance, comme moi aujourd'hui, là, et du coup il va falloir regarder si c'est les mêmes droites ou pas. Hein. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes équations paramétriques que c'est pas les mêmes droites. Hein. Ici on a bien deux systèmes de représentation paramétrique distinctes, les droites sont absolument égales. Voilà, donc la bonne réponse pour cette question numéro 4, c'était la B. Donc, sur ma copie, je mets 4B et j'engrange le point. Alors, donc voici notre troisième exemple. Donc cette fois-ci, on a un plan sous forme cartésienne, une droite sous forme paramétrique. Et il faut toujours trouver les positions relatives. Alors j'ai choisi Métropole, septembre 2013, exercice 2, question 1. On avait la droite paramétrique suivante, le plan cartésien suivant. Alors, c'était un QCM, mais c'était un QCM avec justification. Donc, les trois choix possibles. Donc, soit la droite D est perpendiculaire au plan P, soit la droite D est parallèle au plan P, soit la droite D est incluse dans le plan P. Donc, choix numéro A, elle est perpendiculaire, choix numéro B, elle est parallèle, choix numéro C, elle est incluse dans le plan. Donc, alors, déjà, je vous signale que c'était bien précisé qu'il y avait, je vérifie en même temps, une et une seule réponse exacte. Voilà, 3 réponses sont proposées et une seule d'entre elles est exacte. Du coup, je vous signale que si la droite est incluse dans le plan, alors elle est parallèle. Donc, si la réponse C est correcte, la réponse B est correcte aussi. Donc, puisqu'il n'y a qu'une seule réponse correcte, ça ne peut pas être le C. Donc, du coup, on n'a plus le choix qu'entre A et B. Donc, soit la droite est perpendiculaire au plan, soit elle est parallèle au plan. Voilà. Alors, donc, comme toujours, je dis
j'extrais les éléments. Donc là, la droite, j'extrais le point, elle passe par le point de coordonnées et je prends les nombres tout seul. Donc là, il y a 5, là, il y a 1 et là, il y a 4. Donc le point de coordonnées 5, 1, 4 appartient à la droite D. Et j'extrais surtout, et c'est plutôt lui qui va compter, le vecteur directeur. Hein, parce que quand on fait les positions relatives, c'est d'abord les vecteurs, ensuite les points, enfin de façon générale. Donc les coordonnées du vecteur directeur sont les nombres devant t. Donc là j'ai moins 2, 3 et il n'y a pas de t, donc 0. Moins 2, 3, 0. Donc voilà. Alors, j'ai l'équation cartésienne de mon plan, je peux extraire le vecteur normal. Alors, le vecteur normal, je prends le nombre devant x, devant y, devant z, 3, 2, 1. Et voilà. Donc parfait. Alors maintenant, il faut que je réfléchisse. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe entre ces deux vecteurs si la droite et le plan sont perpendiculaires? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux vecteurs si la droite et le plan sont parallèles? Donc, je visualise la situation. S'ils sont parallèles, j'ai mon vecteur directeur, il est comme ça. Et là, j'ai mon vecteur normal, il est comme ça. Là, je vois bien qu'à ce moment-là, le vecteur normal et le vecteur directeur sont orthogonaux. Donc, je calcule le produit scalaire. Si ça fait 0, c'est qu'effectivement, ils sont orthogonaux et donc la droite est parallèle au plan. Parallèle, hein, attention. Si pour le produit scalaire, je ne trouve pas 0, ça veut dire que la droite n'est pas parallèle. Ok. Donc, je calcule n scalaire u. Je fais xx' plus yy' plus zz'. Donc xx', ça fait moins 2 fois 3, plus 3 fois 2, plus 0 fois 1. Bon, donc moins 6, plus 0 égale 0. Donc, la droite est parallèle au plan P. Hein, voilà. Donc, sur ma copie, qu'est-ce que je mets? Eh bien, je mets juste que ce point appartient à cette droite, que ce vecteur est le vecteur directeur de D. Donc évidemment, vous écrivez pas en abrégé comme moi. Là, vous écrivez que ça, c'est le vecteur normal. Au plan P. Voilà. Alors c'est vrai que normalement, on ne dit pas le vecteur normal, mais un vecteur normal, parce que c'est pas le seul. Bon. Enfin, normalement, on ne va pas vous enlever de points pour ça. Hein. Ok. Donc ensuite, vous dites n scalaire, vous calculez n scalaire u, vous trouvez 0 et vous mettez donc P. C'est plutôt la droite qui est parallèle au plan que le plan qui est parallèle à la droite. C'est plutôt comme ça qu'on dit. Donc je mets donc D est parallèle à P. Ça n'est pas la peine d'expliquer au correcteur que si le produit scalaire vaut 0, la droite est parallèle au plan. Il le sait. Et vous êtes censé le savoir. Bon, alors, enfin, vous êtes censé le savoir, vous êtes censé, moi je dis visualiser la situation et voir que c'est ça qu'il faut. Donc c'est pas la peine de, voilà, donc vous calculez le produit scalaire et vous dites donc D parallèle à P, point. Hein. C'est pas la peine de rentrer dans des explications et d'expliquer pourquoi, si le vecteur normal est orthogonal au vecteur directeur, alors la droite est parallèle au plan. Ça c'est, non, ne faites pas ça, et voilà. Et là, du coup, la réponse B est correcte. Et c'est parfait. Donc c'est tout à fait suffisant. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi les autres sont fausses, puisqu'il n'y en a qu'une de bonne. Donc si vous avez trouvé une de bonne, c'est bon, c'est suffisant. Donc là, vous mettez ça comme ça, vous avez le point. Aucun problème. Alors, ceci étant dit, on va quand même se poser la question, même si on sait que c'est la réponse B qui est bonne. Comment aurait-on fait pour voir si oui ou non la droite est perpendiculaire au plan? Eh bien, visualisons la situation, on a le plan et on a la droite. Si la droite est perpendiculaire au plan, donc elle est comme ça, et alors on a le vecteur directeur de la droite, il est comme ça, et on a le vecteur normal au plan, il est comme ça aussi. Bah, vous pouvez voir que les deux sont collinaires à ce moment-là. Hein. Vous faites des choses avec vos mains si vous ne me croyez pas, mais ils sont collinaires. Donc, là, c'est un bonus, c'était pas demandé, et ça ne figure pas sur ma copie, mais pour voir si le plan et la droite sont orthogonaux, évidemment la réponse est non. Mais la question c'est est-ce que U et N sont collinéaires? Donc
U, c'est toujours moins 2, 3, 0. N, c'est toujours 3, 2, 1. Bon, on voit bien qu'ils ne sont pas collinéaires. Alors, sur ma copie, si je devais expliquer pourquoi ils ne sont pas collinéaires, je vous ai dit, vous mettez juste, par exemple, ça fois ça, différent de ça fois ça. 3 fois 1 différent de 0 fois 2. Donc, U et N ne sont pas collinéaires. P et D ne sont pas perpendiculaires. Voilà. On n'avait pas besoin de ça, hein, mais c'est pour vous donner la méthode. Voilà. Donc ça termine notre troisième plan cartésien et droite paramétrique. On passe au quatrième. Alors, on passe à notre quatrième situation. On a un plan paramétrique et une droite paramétrique. Alors là, j'ai un peu hésité parce qu'il n'y a pas de sujet de bac où explicitement vous avez un plan paramétrique, une droite paramétrique et on vous demande les positions relatives. C'est pour ça que je n'ai pas pris ici un sujet de bac. Voilà, j'ai inventé le sujet. Mais ceci dit, il y a bien des sujets de bac qui s'approchent de cette situation. Donc voilà. Hein. Du coup, je vous ai dit qu'il y avait 5 situations. Vous pouvez considérer à la limite que celle-là n'existe pas. Mais je pense qu'il y a des situations qui s'en approchent. C'est-à-dire que, par exemple, on vous donne 3 points du plan et une droite paramétrique. Mais quand on vous donne un plan défini par 3 points, c'est plus simple d'obtenir une représentation paramétrique qu'une équation cartésienne, puisque, en fait, grâce à ces 3 points, vous formez très facilement les 2 vecteurs qui sont dans le plan. Vous avez par exemple vos points A, B, C, donc vous formez le vecteur AB et le vecteur AC, ça vous donne les vecteurs U1, U2 dans la représentation paramétrique, donc ça vous donne les nombres devant T, les nombres devant T'. Et puis l'un des 3 points, peu importe si c'est A ou si c'est B ou C, ça vous donne les nombres qui sont tout seuls. Et donc voilà, ça vous donne les coordonnées de A. Les nombres devant T, c'est l'un des 2 vecteurs AB ou AC, et les nombres devant T', c'est l'autre vecteur. Donc voilà, tu vas pour dire, à partir de 3 points, c'est quand même plus simple d'obtenir une représentation paramétrique qu'une équation cartésienne. Et il y a des situations où on vous demandait des choses avec un plan donné par 3 points et une droite donnée sous la forme d'une représentation paramétrique. Alors peut-être que ce qu'on attendait, c'était qu'en fait, vous déterminiez l'équation cartésienne du plan. Bon. Mais, ceci dit, c'était pas explicite et vous auriez pu basculer sur une représentation paramétrique. Donc on va traiter ce cas-là, mais c'est clair que ce n'est pas prioritaire. C'est-à-dire que si mettons, vous avez de la place dans votre mémoire pour 4 cas, vous devez en éliminer un, vous éliminez celui-là. Bon, enfin, on va quand même traiter cet exemple. Alors, donc, j'ai le plan, la droite. Alors là, ce n'est pas dans un QCM puisque ce n'est pas dans un sujet de bac, mais il faut étudier leur position relative, il faut dire s'ils sont parallèles, c'est quand, et puis, donc ils sont soit parallèles, soit séquents d'une part. Ensuite, s'ils sont parallèles, est-ce qu'ils sont strictement parallèles ou est-ce que la droite est dans le plan? Voilà, donc on va travailler là-dessus et on doit déterminer quelle est la situation qui se produit. Bien, alors je commence par extraire les éléments. Donc, là, j'extrais le point, donc les nombres tout seuls, moins 1, 3, 4. Moins 1, 3, 4. Et donc ça, c'est un point du plan. Et ensuite, j'extrais aussi mes vecteurs, les vecteurs U1 et U2. Donc, U1, qui est un vecteur du plan. Je prends les nombres devant T. 1, 2, 1. Et j'ai aussi U2. Les nombres devant T', 1, là il n'y a pas T', donc 0, moins 3. 1, 0, moins 3. Parfait. Alors là, j'extrais les éléments, j'ai le point B, alors les nombres tout seuls, 0, 3, 1. Il appartient à ma droite. Et le vecteur directeur que je vais appeler U, c'est les nombres devant T, donc 1, 1 et moins 1. Voilà. Alors déjà, première question, est-ce qu'ils sont parallèles ou séquents? Bon, alors je visualise.
j'ai mon plan avec les deux vecteurs U1 et U2. J'ai ma droite avec son vecteur directeur U. Bon, s'ils sont parallèles, ça veut dire que U il est comme ça, et puis U1 et U2 ils sont comme ça. Alors, mais U1 et U2, eux, ils peuvent tourner, enfin voilà, donc, alors que U il est comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire que s'ils sont parallèles sur les vecteurs? J'en ai deux comme ça, j'en ai un comme ça. Je peux dire, bah oui, mais il n'y a rien de particulier. Si, ce qui est particulier, c'est que ces deux-là, ils sont comme ça, et celui-ci, là, il est comme ça. Mettons que la droite est parallèle comme ça, alors j'ai mon vecteur directeur, il est comme ça, et j'ai U1, U2, mettons, ils sont comme ça. Eh bien, si je regroupe les trois, ils font un truc plat. Voilà, ils sont dans le même plan, ils sont comme ça. Ils ne sont pas comme ça, ils sont comme ça. Ça fait, voilà, ils forment un truc plat. Donc, ma question, c'est comment je fais pour savoir, lorsque trois vecteurs font un truc plat? Eh bien, plutôt, dans cette même vidéo, je vous ai indiqué la réponse. Je vous ai dit, on met les nombres qui forment le vecteur U1, les nombres qui forment le vecteur U2, les nombres qui forment le vecteur U3 dans une matrice, et on calcule le déterminant. Et je vous ai montré comment on calculait le déterminant à la main, mais sinon votre calculatrice calcule les déterminants. Donc là, je vais calculer mon déterminant. Alors, puisque franchement, c'est la seule méthode raisonnable. Hein. Sinon, vous pouvez essayer de résoudre le système U1 égale alpha U2 plus... U égale, pardon, alpha U1 plus bêta U2. Voilà. Donc, vous pouvez essayer de résoudre ce système, mais c'est beaucoup trop compliqué. Enfin, ça fait un système avec deux inconnus, trois équations. Enfin, il n'est pas non plus infaisable, ce système, mais vraiment, il ne faut pas faire comme ça. Donc, même si c'est hors programme, on ne vous enlèvera pas de points pour ça. Donc, vous mettez ces 9 nombres dans une matrice. Donc, 1, 2, 1, 1, 0, moins 3, 1, 1, moins 1. Vous recopiez les deux premières colonnes, donc 1, 2, 1, 1, 0, moins 3. Et donc souvent on présente comme ça, enfin peu importe, et vous faites ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça. Moins ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça. Bon, donc là je mets dette égale, ça fois ça, 1 fois 0 fois moins 1, 0. Ça fois ça, 1 fois 1 fois 1, 1. Plus ça fois ça, 1 fois 2 fois moins 3, moins 6. Ok. Ensuite, maintenant je passe au négatif, donc je mets mon moins entre parenthèses. Alors, ça fois ça, donc il y a un 0, ça fera 0. Ça fois ça, moins 3 fois 1 fois 1, ça fait moins 3. Et ça fois ça, moins 2 fois 2 fois 1, ça fait moins 2. Du coup, 0 plus 1 moins 6, ça fait moins 5. Moins 5, ça nous fait moins 5 plus 5, 0. Ah, donc, les trois vecteurs, lorsque le déterminant vaut 0, ça veut dire que les trois vecteurs sont comme ça. Lorsque le déterminant ne vaut pas 0, ça veut dire que les trois vecteurs sont comme ça. Donc là, ils sont comme ça, et donc la droite est parallèle au plan. Voilà, mettons que ça c'est U1, ça c'est U2 et ça c'est U. Du coup, le plan P il est comme ça. Et puisque U est le vecteur directeur, la droite elle est comme ça. Et la droite est parallèle au plan. Voilà. Donc là, je peux mettre D parallèle à P. Alors du coup, maintenant, il faut que je dise si la droite est strictement parallèle ou si elle est dans le plan. Voilà. Si ici je n'avais pas trouvé 0, ça veut dire que la droite n'était pas parallèle au plan, donc elle était séquente. Donc voilà, terminé pour l'équation relative. Ici elle est parallèle, donc il faut bien que je les partage entre est-ce qu'elle est strictement parallèle ou dans le plan. Donc, du coup, j'ai un point B qui appartient à la droite. Eh bien, je vais faire avec B. Donc si B appartient au plan P, ça veut dire que la droite et le plan ont un point commun et à ce moment-là la droite est dans le plan. Si B n'appartient pas au plan P, ça veut bien dire que la droite est strictement parallèle au plan. Voilà. Hein. Évidemment, il faut faire avec le point B, il ne faut pas faire avec le point A. Si vous vous demandez est-ce que A appartient à la droite, il se peut très bien que la droite soit dans le plan, mais que le point A soit à l'extérieur. Donc le point A, il ne nous donnera aucun renseignement. Il faut vraiment faire avec le point qui est sur la droite. Donc,
Question, j'ai un point B de coordonnées 0, 3, 1. Quand est-ce que... comment savoir s'il appartient à ce plan qui est donné sous forme paramétrique? Eh bien, c'est toujours pareil. Quand est-ce qu'un point de coordonnées x, enfin de coordonnées 0, 3, 1 appartient à un certain objet? Eh bien, je remplace dans les équations de l'objet x, y, z par les coordonnées 0, 3, 1 et je regarde s'il y a des solutions. Donc là, je prends ces équations, je remplace x par 0, y par 3, z par 1 et je regarde s'il existe un t et un t' qui seraient solutions du système. Donc allons-y, j'écris le système d'abord. Donc là, ça fait 0 égale t plus t' moins 1. Ensuite, 3 égale 2t plus 3. Et enfin, 1 égale, donc là j'ai remplacé z par 1, t moins 3t' plus 4. Parfait. Voilà. Bon, alors il faut que je résolve ce système. Donc, alors allons-y. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux remarquer que dans cette équation, il y a t et t'. Dans cette équation, il y a t et t', mais dans celle-là, il n'y a que du t. Donc je peux calculer t tout de suite. Donc allons-y. Alors là, je calcule d'abord 2t. 2t, donc le 3, je le fais passer de l'autre côté, ça fait 0. 2t égale 0. Donc ça, c'est pareil que t égale 0. Du coup, je peux remplacer t par 0 dans les autres. Donc ici, ça fait 3 égale 0 plus 3. Donc 3 égale 3. Et là, ça fait 1 égale 0 moins 3t' plus 4. Bon. Alors, je trouve donc t égale 0. Cette équation est tout le temps vérifiée, donc elle ne sert à rien, je peux l'enlever. Et enfin, donc ici, le 4, je le passe de l'autre côté, il devient moins 3, donc ça fait un moins 3, donc ça fait moins 3 égale moins 3t'. Du coup, ça fait t' égale moins 3 sur moins 3. Et moins 3 sur moins 3, ça fait 1. Voilà. Donc, le système admet une solution, une ou plusieurs, enfin, là, dans ce cas précis, il ne peut pas y avoir plusieurs solutions, mais vous n'avez pas à apprendre, tiens, dans tel cas, il peut y avoir une solution, ou il peut y en avoir une infinité, enfin, c'est pas la peine de retenir ça. À partir du moment où il y a au moins une solution, c'est que le point B appartient bien au plan P. Le système admet une solution, donc B appartient à P. Alors, maintenant, cinquième et dernier cas, la position relative de deux droites paramétriques. Alors j'ai choisi Métropole septembre 2013, exercice 2, question 2. On avait la droite D avec cette représentation paramétrique. Et puis des primes, alors c'est vrai qu'elle n'était pas directement donnée sous forme paramétrique, mais c'était écrit qu'elle passe par le point A de coordonnées 3, 1, et qu'elle a pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées 2, moins 1, 2. Enfin, c'était pas exactement écrit comme ça, c'était écrit précisément U égale 2i moins j plus 2k. Mais puisque i, j, k sont les vecteurs de base, bon ben 2i moins j plus 2k, c'est le vecteur de coordonnées 2, moins 1, 2. Donc voilà, il ne faut pas se laisser distraire. Mais voilà, donc vous pouvez me dire, elle n'est pas donnée sous forme paramétrique, oui, mais en fait, la donnée d'une représentation paramétrique, c'est pareil que la donnée d'un point et d'un vecteur directeur. Donc par exemple, ici, je vais m'empresser d'extraire les éléments. Donc, alors je ne peux pas utiliser le point A, c'est déjà pris, donc je l'appelle B. Mais B, je prends les nombres qui sont tout seuls, donc ici c'est 5, 1, 4. Et son vecteur directeur, ben, je ne peux pas l'appeler U, puisque, ben, franchement, je vais me permettre, ben non, alors je vais pas l'appeler U ni U', puisque c'est des primes. Alors comment on peut l'appeler? Ben, on va l'appeler W. Allez, W le vecteur directeur. Et on prend les nombres devant t, donc moins 2, 3, là il n'y a pas de t, donc 0. Moins 2, 3 et 0. Voilà. Alors, voilà. Donc, la donnée d'une représentation paramétrique, c'est pareil que la donnée d'un point et d'un vecteur directeur. Donc par exemple, ce n'est pas demandé, mais si on me demandait l'équation paramétrique de d', enfin une équation paramétrique de d', eh bien, je prends les nombres qui sont les coordonnées de A, je les mets tout seuls. X, Y, Z, donc les nombres
3, 1, 1, je les mets tout seul. 3, 1, 1, c'est-à-dire je ne les mets pas devant t. Et les nombres qui forment les coordonnées du vecteur directeur, je les mets devant t. Donc là, ça fait plus de t, moins t, plus de t. Bon, sauf que quand vous avez deux droites, les paramètres, vaut mieux les noter t et t'. Donc, ben, comme c'est des primes, enfin, c'est pas très commode. Bon, alors je vais l'appeler voilà. De toute façon, on va pas utiliser ça, on va utiliser les éléments puisqu'ils sont déjà extraits. Mais de toute façon, ça c'est quelque chose que vous devez savoir faire. À partir d'un point d'un vecteur directeur, trouver une représentation paramétrique. Bon, donc voilà, c'était l'occasion de le faire, donc je l'ai fait là. Mais c'était pas demandé. Donc, la question, c'est quoi? Eh bien, on était toujours dans un QCM. Cette fois-ci, c'était un QCM avec justification. Il y avait trois choix possibles. Alors, je vous les énonce. Choix numéro A, les droits D et D' sont parallèles. Choix numéro B, les droits D et D' sont séquentes. Choix numéro C, les droits D et D' ne sont pas coplanaires. Bon. Donc, on vous épargnait la distinction entre strictement parallèles et confondus. Soit elles sont parallèles, soit elles sont séquentes, soit elles ne sont pas coplanaires, mais il faut savoir lequel des trois. Bon. Alors là, je réfléchis un peu et je visualise. Si les deux droites sont parallèles, qu'est-ce qui se passe pour les vecteurs directeurs? Ben, ça se voit bien, ils sont collinéaires. Les deux vecteurs vont être collinéaires. Parce que j'ai ma droite, j'ai mon vecteur directeur, j'ai ma deuxième droite, mon deuxième vecteur directeur. Ben, si les droites sont parallèles, les vecteurs directeurs le sont aussi. Enfin, sauf qu'on ne dit pas que les vecteurs sont parallèles, on dit qu'ils sont collinéaires. Donc voilà. Donc première question, est-ce que les vecteurs sont collinéaires? Bon. Eh bien, j'ai U de coordonnées 2, 1, 2, moins 1, 2, W de coordonnées moins 2, 3, 0. Manifestement, ils ne sont pas collinéaires. Hein? Parce que là, j'ai un 0, là, j'en ai pas. Enfin, voilà. Donc, sur ma copie, je mets quoi? Je mets par exemple ça fois ça, différent de ça fois ça. Donc, U et W ne sont pas collinéaires. Alors, allons-y. Moins 1 fois 0, différent de 3 fois 2. Donc, U et W ne sont pas collinéaires. D et D' ne sont pas parallèles. Voilà. Je vous rappelle que pour que deux vecteurs soient collinéaires, il faut avoir ça fois ça égale ça fois ça, et ça fois ça égale ça fois ça. Donc si l'un des deux n'est pas vérifié, je peux affirmer tout de suite qu'ils ne sont pas collinéaires. Hein. Et au niveau de la rédaction, voilà, il n'y a absolument rien à dire. Voilà. Donc, mon B est en train de couler. Hop, c'est réparé. Donc maintenant que je sais qu'elles ne sont pas parallèles, il faut savoir dire si elles sont séquentes ou non coplanaires. Bon, eh bien, là, je prends, donc, comment dire? Donc ça dépend de l'intersection des deux en fait. Donc si elles ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire qu'il y en a une qui passe devant l'autre, et à ce moment-là, l'intersection est vide. Si elles sont séquentes, l'intersection ne sera pas vide. Du coup, je vais faire l'intersection des deux. Alors, en définitive, et je m'en rends compte maintenant, pour faire l'intersection des deux, il faut une représentation, soit une représentation paramétrique de D', soit l'écrire comme sous forme cartésienne, donc comme avec un système de deux équations cartésiennes. Là, j'ai accès directement à une représentation paramétrique que j'ai déjà écrite, donc je vais faire ça. Hein. Donc en fait, je vous ai dit que ce n'était pas demandé de la représentation paramétrique de D', et bien là, on en a en fait besoin. Alors, maintenant que j'ai ma représentation paramétrique de D, ma représentation paramétrique de D', pour faire l'intersection, qu'est-ce que je fais? Eh bien, donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, quand vous avez une intersection, c'est très simple. Que vous ayez des équations paramétriques ou des équations cartésiennes, de toute façon, vous prenez des équations du premier objet, des équations du deuxième objet, vous mettez tout ça dans un gros système et vous résolvez le système. Voilà.
Donc là, ça fait un système à 6 équations, on n'est pas content, mais c'est pas grave, il n'est pas infaisable, vous allez voir. Bon. Et je répète que cette méthode est valable pour l'intersection de deux droites, de deux plans, ou d'une droite et d'un plan, ou même de trois plans ou de trois droites si vous voulez, elle est valable de façon universelle. Vous prenez les équations du premier objet, les équations du deuxième, et vous les mettez dans un bon système. Donc là, on va faire ça, je vais juste faire un peu de ménage, et on va résoudre notre système. Alors, donc là, je suis prêt à écrire mon système, donc je vais réunir ces trois équations et ces trois équations. Donc je vais avoir un système à 6 équations. Alors, donc x égale 5 moins 2t. Y égale 1 plus 3t. Z égale 4, donc ça c'est bien parce que déjà Z c'est plus un problème. Et ensuite, x égale 3 plus 2t secondes. Y égale 1 moins t secondes. Et Z égale 1 plus 2t secondes. Alors d'abord, on ne manipule jamais un système comme ça parce qu'on peut remarquer que x je l'ai deux fois, y je l'ai deux fois, z je l'ai deux fois. Donc, du coup, c'est pareil que de dire, d'une part, par exemple, x égale 5 moins 2t, et d'autre part, je vais avoir ça égale ça. Donc je vais avoir, donc je vais plutôt l'écrire comme ça, même si ça ne se fait pas trop. 3 plus 2t secondes, voilà. On n'aime pas trop dans les systèmes les égalités comme ça, mais là c'est pratique, donc tant pis, je le fais. Y, ça fait 1 plus 3t d'un côté, mais ça doit faire aussi 1 moins t secondes. Et Z, d'un côté c'est 4, et de l'autre c'est 1 plus 2t secondes. Voilà. Et après je regarde. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Eh bien, là, j'ai une relation entre t et t secondes. Donc le x, le y, le z, dans un premier temps, on les met un peu à part. Donc on regarde surtout ici. Là, j'ai une relation entre t et t secondes. Ça voudrait dire que je pourrais calculer l'un à partir de l'autre. Bon, très bien. Là, pareil, j'ai une relation entre t et t secondes. Mais là, c'est encore mieux. Je peux directement calculer t secondes. Ah. Donc, allons-y. Ça fait quoi? Alors, t secondes égale, je vais le calculer. Alors, voyons. 4 égale 1 plus 2t secondes. Le 1, je passe de l'autre côté, ça fait moins 1. Donc 4 moins 1, ça fait 3. 3 égale 2t secondes. Ça veut dire que t secondes, c'est 3 divisé par 2. Ce qui fait 1,5. Pof, voilà. Du coup, je peux remplacer t secondes là et là. Là et là, ce qui va faire, donc, x égale 5 moins 2t égale 3 plus 2t secondes. Et t secondes, c'est 1,5. 2 fois 1,5, ça fait 3. Donc ça fait 3 plus 3, 6. Voilà. Y égale 1 plus 3t, mais aussi 1 moins t secondes, mais 1 moins 1,5. 1 moins 1,5, ça fait moins 0,5. Ok. Et enfin, z égale 4. Là, si je mets 1 plus 2t secondes, ça va faire 1 plus 2 fois 1,5, 1 plus 3, 4. Donc c'est pas la peine de mettre 4 égale 4. Donc voilà. Du coup, mon système est équivalent à ce système-là qui est beaucoup plus intéressant. Alors, voilà. Donc, du coup, je peux calculer t grâce à cette équation-là ou grâce à cette équation-là. En fait, si je ne trouve pas deux fois la même chose, il n'y aura pas de solution. Si je trouve deux fois la même chose, il y aura une solution. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de place, je vais terminer ici. Voilà. Donc j'ai t secondes égale 1,5. Ensuite, si je calcule t ici, 5 moins 2t égale 6. Le 5, je bascule de l'autre côté. Ça va faire 6 moins 5. Donc 6 moins 5, ça fait 1. Moins 2t égale 1. Si moins 2t égale 1, ça veut dire que t, c'est 1 divisé par moins 2. Donc moins 1,5, moins 0,5. Voilà. Donc là, ça fait ça. Ici, alors le 1, je le bascule de l'autre côté. Ça va faire moins 1, moins 0,5, moins 1,5. 3t égale moins 1,5, ça fait t égale moins 1,5 divisé par 3, mais moins 1,5 divisé par 3, ça fait moins 0,5. Ah bah c'est le même. Voilà. Et bon, mon z égale 4, je le laisse, mais voilà, alors qu'est-ce que j'ai? Alors est-ce que je dois écrire d'autres équations? Bah oui, parce que donc, ça je l'ai utilisé. Hein. Donc ça je l'ai mis là. Donc je le barre, ok,
Ça, je l'ai utilisé puisque je l'ai utilisé pour calculer t. Ça, je l'ai utilisé parce que j'ai utilisé pour recalculer t. Donc, par contre, x égale 6, voilà. Et y égale moins 0,5, ben, voilà, donc je l'en mets. Voilà. Donc, mon système, au départ, le nombre d'inconnus, c'est x, y, z, t, t secondes, donc il y en a 5. Donc, il y avait 6 équations, 5 inconnus, je les réduis à ça. Donc il y a une solution hein, pour x, pour y, pour z, pour t secondes. Il y a une solution, donc il y a une intersection. Hein. Donc D et D' ont une intersection, donc puisqu'elles ne sont pas parallèles, qu'elles ont une intersection, c'est qu'elles sont séquentes, et elles sont séquentes au point de coordonnées 6, moins 0,5 et 7. Donc sur ma copie, je mets ça. D et D' sont séquentes en un point qui est ni A ni B, donc je vais l'appeler C, de coordonnées 6, moins 0,5 et 4. Donc la bonne réponse, c'était laquelle? Eh bien, les droits D et D' sont séquentes, c'était le choix numéro B. Donc je mets choix B. Mais il fallait justifier, hein. Donc si vous mettez juste deux réponses B, vous n'avez pas le point. Voilà, donc ça achève nos 5 cas particuliers de position relative. Voilà, donc travaillez ça.